sur BFM Business. Et on accueille maintenant Jean-Louis Deslaureaux pour le site bfmbusiness.com. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Cédric. Et vous avez décidé d'agacer la mairie de Paris, c'est ça ce matin ? Un petit peu oui, parce que derrière la bataille juridique dont on parle régulièrement entre d'un côté la mairie de Paris et le géant américain de la location saisonnière Airbnb et puis les propriétaires, il faut bien le dire, il y a aussi toute une bataille de chiffres. Parce que si on écoute Airbnb, il nous assure que c'est de la location saisonnière qui concerne juste des familles qui s'éloignent, vont en vacances quelques week-ends par an. Et puis, en fait, la mairie, de l'autre côté, nous dit « Non, mais attendez, nous, en face, on a des immeubles entiers qui deviennent des locations Airbnb. » Et le problème, c'est qu'Airbnb ne donne quasiment pas de données. On leur a demandé d'avoir accès à leurs chiffres et ils ne veulent pas. Et quand ils nous donnent des datas, ils sont jamais d'une précision diabolique. Donc nous avons demandé à RDNA de nous donner des chiffres sur Paris. Alors RDNA, c'est une société qui analyse toutes les annonces de la plateforme de location saisonnière en faisant ce qu'on appelle du data scrapping. Donc elle va capturer automatiquement les données qui s'affichent sur le site, c'est-à-dire le prix des locations, leur emplacement, quand est-ce qu'elles sont mises en location ou non. Et elle se sert aussi des données qu'elle récupère auprès de partenaires, par exemple, qui sont des gestionnaires de biens. Donc RDNA a donc regardé pour BFM Business les données qu'elle a récoltées sur la capitale au cours des 12 derniers mois. Et là, les chiffres retenus sont quand même assez éloquents. En moyenne, la plateforme compte un peu moins, mais autour de 23 000 logements actifs par mois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logement actif ? C'est un logement qui a été réservé au moins une nuitée dans le mois. Sur ces 23 000 logements actifs par mois, donc, les biens sont marqués comme disponibles à la location en moyenne 18 nuitées par mois. Oui, c'est 18 nuitées. Et là, on parle uniquement des annonces qui concernent des logements entiers, pas juste une chambre. Ah oui. Alors, il faut bien sûr préciser que ce sont des nuitées disponibles. Ça ne veut pas dire que si l'autre indique que c'est disponible, ça va forcément être réservé. Mais quand même, qui peut proposer sa résidence principale 18 nuitées par mois pour accueillir les touristes et puis s'arranger pour partir le cas échéant? Bon, en réalité, pas grand monde. Bon, j'imagine qu'il y a des différences importantes entre les biens tout le temps loués et d'autres qui sont beaucoup plus occasionnels, non ? Oui, tout à fait. Alors, quand on contacte Airbnb, toujours, ils nous assurent que la grande majorité des annonces sont des logements familiaux qui sont loués moins de 50 nuits par an. Mais voilà, on n'a pas plus de détails. On doit se contenter de ça. Et puis déjà, on peut remarquer que 50 nuitées par an, la borne haute est déjà assez élevée. C'est pas anodin parce que ça peut faire pratiquement 2 mois dans l'année. Ou pour prendre une autre comparaison, c'est comme si vous louiez une fois par jour le week-end, un jour du week-end, toutes les semaines. Toute l'année, c'est ça. Donc, alors ça, c'est au maximum. On rappelle qu'on a a priori 5 semaines de congés payés, c'est ça ? C'est ça, certains en ont plus aussi avec les RTT, mais bon, normalement, c'est 5 semaines. Alors, c'est d'autant moins anodin qu'on sait qu'il y a des jours de la semaine où bien évidemment on va avoir beaucoup plus de mal à louer. Il y a beaucoup plus le mercredi soir, c'est pas... Voilà, le mercredi soir, le lundi soir, c'est pas terrible. Le vendredi soir, le samedi soir, c'est vraiment là où il y a de la demande. Alors, RDNA, eux, ils ont des données un peu plus précises. Donc, ils nous disent, en gros, 55% des logements actifs sont disponibles à la location entre 1 jour et 90 jours par an. Mais ce qui veut dire que 45% des annonces concernent des biens qui sont disponibles à la location, toujours disponibles à la location sur Airbnb, plus de 90 jours par an. Et là-dessus, on a même un gros quart des biens qui sont disponibles plus de 180 jours, ça veut dire plus de 6 mois dans l'année. Ouais. Autant vous dire que là, on n'est plus du tout dans la petite location on sort carrément du cadre de courte durée. Et lorsqu'on regarde le taux d'occupation moyen, il est aussi très élevé, même si c'est très variable d'un mois à l'autre. Bien sûr, il y a des saisons plus haute en matière de tourisme. Mais par exemple, en avril et en mai 2022, toujours en moyenne, le taux d'occupation des logements était de près de 75% selon RDNA. Là, on compare le nombre total de nuits où un logement est réservé sur Airbnb et le nombre de nuits disponibles au total sur la plateforme. Du côté d'Airbnb, qu'est-ce qu'on en dit ? On se défend Oui, tout à fait. Pour Airbnb, c'est simple. Ils disent, de toute façon, ces chiffres ne sont pas fiables. Il y a des... Le thermomètre n'est pas bon, quoi. Voilà, c'est ça. Le thermomètre n'est pas bon. Et ils insistent sur le fait qu'on peut très bien indiquer, par exemple, en début d'année, que notre logement est disponible pendant 361 jours dans l'année, et puis qu'en fait, on compte ne le louer que 2 ou 3 jours dans l'année.
Mais bon, ça colle pas tellement avec le taux d'occupation affiché par RDNA. Là-dessus, Airbnb répond que oui, mais c'est pas parce qu'un bien est marqué dans son calendrier comme bloqué sur son site qu'il est effectivement réservé. Ça peut être l'hôte qui indique juste que là, il occupe son logement à ces dates. Mais sauf qu'ils sont un petit peu de mauvaise foi, Airbnb, parce que RDNA applique en fait une série de filtres pour bien distinguer les réservations juste des dates simplement bloquées sur le calendrier. La société a par exemple développé un algorithme qui permet de détecter si des dates correspondent à une durée classique, on va dire, d'un séjour, par exemple spécifiquement du vendredi soir au dimanche matin. Et puis il y avait eu une étude aux États-Unis d'un géant de l'immobilier, CBRE, qui avait montré que leurs données étaient plutôt fiables. Bon. Et puis enfin, le problème est toujours le même. On aimerait bien croire Airbnb, mais ils ne donnent aucune donnée. C'est ça. Ouais. Bon, on rappelle que tout ça, c'est disponible bien évidemment sur le site. Juste parce qu'on est aussi une émission conseil, on peut terminer en rappelant un petit peu les règles qui s'imposent à ceux qui veulent louer leur logement à Paris. Oui, alors c'est toujours un peu compliqué. Là, on parle spécifiquement de la capitale. C'est pas exactement partout pareil. Mais en gros, on va commencer par les locataires. Vous êtes locataire, déjà, il vous faut l'autorisation écrite de votre propriétaire. Ça, c'est indispensable pour pouvoir louer, même si c'est que quelques jours dans l'année. Et ensuite, vous devez en plus vous enregistrer. On notera que si vous êtes locataire de HLM, c'est strictement interdit. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ça, c'est si vous êtes locataire. Et bien sûr, c'est 120 jours par an maximum. Lorsque vous êtes propriétaire, et si c'est votre résidence principale, grosso modo, c'est à peu près la même chose, 120 jours par an, et il faut vous enregistrer au préalable auprès de la ville. Par contre, si vous êtes propriétaire et qu'il ne s'agit pas de votre résidence principale, là, ça devient un petit peu plus compliqué. En clair, sur du locatif, quoi. Voilà, si vous êtes sur du locatif. Partir du nu pour... C'est ça. Vous devez obtenir normalement une autorisation de changement d'usage pour votre bien. Grosso modo, vous partez d'un local d'habitation pour devenir un local commercial. Et là, en plus, on vous demande de faire ce qu'on appelle une compensation, c'est-à-dire vous allez devoir transformer l'équivalent de la même surface commerciale en logement ou acheter cette transformation. Et même quand il s'agit d'un local commercial que vous avez acheté pour le mettre en location Airbnb, par exemple un ancien cabinet de médecin, eh ben vous devez quand même obtenir une autorisation pour qu'il soit enregistré spécifiquement comme meublé de tourisme. Bon, dans ce cas-là, la démarche est tout de même un petit peu plus simple et vous n'avez pas besoin de faire de compensation. Jean-Louis Desloraux donc pour bfmbusiness.com.